Le Grand Prix de Grande-Bretagne s'est terminé avec la victoire de Lando Norris. La deuxième place de Piastri et la troisième place de Nico Hülkenberg, qui obtient son premier podium en carrière, est incroyable pour Sauber à Silverstone, d'autant plus qu'Hülkenberg partait 19e. C'est vraiment inimaginable. Et dans la vidéo d'aujourd'hui, nous devons analyser à la fois les performances négatives de Ferrari, qu'est-ce qui a contribué à avoir une voiture rouge aussi instable. Analysons également l'épisode d'Oscar Piastri sous safety car. Examinons cela ensemble. Mais avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner, d'activer les notifications et de laisser un like pour soutenir la chaîne. Chaque jour, nous analysons tous les épisodes qui se passent en Formule 1 et les nouvelles les plus importantes. Pour commencer, voici un bref récapitulatif du classement. Et donc nous avons vu Colapinto 20e, Lawson 19e. Le contact au début de la course, puis O Bortoleto qui lui aussi a abandonné, 18e. Aggiar, le contact à Copse, qu'il a ensuite mis hors course après un contact avec Antonelli, qui d'ailleurs a aussi dû abandonner. Puis à Copse, Aggiar s'est retiré, Antonelli s'est retiré, Tsunoda s'est retiré, qui avait terminé le premier. Il a terminé la course à la 15e position, c'est Leclerc qui a terminé 14e. Avec une Ferrari instable, quelques erreurs, sauf au stand. Nous allons aussi écouter la radio entre Brian Bosey et Charles, puis nous allons commenter la course des Ferrari. 13e avec Sainz 12e, Berman 11e, Russell 10e qui semblait avoir quelque chose en plus avec la Mercedes, même lorsqu'il était proche de Hamilton. Au contraire, ensuite, il a perdu beaucoup de positions, aussi à cause de ce choix inexplicable de pneus durs chez Mercedes. 9e Alonso, 8e Albon, 7e Stroll, 6e Gasly qui a terminé en dépassant Stroll en fin de course. L'Alpine se classe 6e, suivi de Verstappen en 5e position. Hamilton, 4e, a tout tenté pour monter sur le podium jusqu'à la fin, mais malheureusement, il lui a manqué ce podium à Silverstone en 2025. D'ailleurs, il a toujours terminé sur le podium à Silverstone, et il est 3e. Hülkenberg, son premier podium en carrière. Bravo Nico! Je tiens à le féliciter chaleureusement pour cette performance. D'autant plus qu'il s'est défendu jusqu'au bout face à un septuple champion du monde et qu'il a obtenu son premier podium en carrière. Bravo à Hülkenberg qui a eu une attitude positive, passant de la 19e à la 3e place lors d'une superbe course sous la pluie. Contrairement à Hamilton qui a commis plusieurs erreurs en sortant large à quelques reprises, Nico n'en a fait aucune. Et je tiens aussi à le dire moi-même, qui suis la F1 depuis de très nombreuses années. Hülkenberg est un pilote extrêmement solide, fondamental pour ses équipes du milieu de grille, car il t'apporte des points importants qui comptent en tout pour le classement des constructeurs. Dans ce cas, cette 3e place de Sauber est de l'or en barre par rapport aux adversaires. Donc je parle de Haas, je parle de Williams, toutes ces équipes qui se battent en fond de grille. Voilà, ce podium de Sauber dans ses courses atypiques est fondamental pour gagner des millions en fin d'année au classement. Les constructeurs utilisent ces fonds pour développer la voiture, recruter de nouveaux ingénieurs et améliorer l'équipe pour l'avenir. Dans ce cas, pour Sauber, qui deviendra Audi, Hülkenberg est un excellent choix. Sur le podium, nous avons vu Verstappen féliciter Norris et Piastri dans l'arrière-podium. En somme, une grande course où il s'est aussi défendu face à Lewis et il a été extrêmement respectueux, même lors de sa célébration. Puis nous avons vu toute l'équipe l'acclamer. Nico, on a presque plus ressenti la victoire de Nico Hülkenberg que celle de Norris qui a été un peu offerte. Et ici, je me rattache au discours sur la voiture de sécurité. Piastri a donc reçu une pénalité de 10 secondes qu'il a purgée au stand. Voyons ensemble la vidéo de la pénalité. Et ensuite, le communiqué de la Fédération internationale de l'automobile, ainsi que les déclarations de Piastri lui-même après la course. C'est l'épisode le plus controversé qui s'est produit pendant la course. Donc nous avons la voiture de sécurité qui est sur le point de rentrer. Les stands, il y a déjà la fin de la voiture de sécurité. Disons que la voiture de sécurité est déjà sur le point de se terminer. Dans ce cas, parce que nous sommes à la fin du tour, elle doit rentrer au stand et donc nous allons voir maintenant quand Piastri va freiner pour essayer de repartir. Après la fin de la voiture de sécurité, allons voir ensemble ces images. On voit la voiture de sécurité juste devant. Il ralentit, il freine beaucoup sur la ligne droite, il met beaucoup de pression sur le frein et c'est pour cette raison qu'il va être pénalisé. Selon la Fédération internationale de l'automobile, ce n'est pas tant les 10 voitures de distance avec la voiture de sécurité, mais aussi parce que le feu s'était éteint derrière elle. La voiture de sécurité devait rentrer. Donc le problème était surtout le gros coup de frein de Hamilton sur la ligne droite, créant une situation dangereuse. Et donc ensuite, Verstappen s'est décalé à droite pour éviter Piastri et il s'est même retrouvé à côté de lui. En effet, beaucoup. Même Vanzini a dit lors du commentaire « Attention, ils vont probablement pénaliser Verstappen ».
Parce que la même situation qu'au Canada avec Russell et Verstappen s'est reproduite lorsque Russell a freiné sur la ligne droite avant celle officielle du Canada. Attention, dans ce cas-là, la même chose s'est produite. Il faut aussi dire qu'ici, la voiture de sécurité avait éteint les feux en plus, donc il pouvait gérer le rythme comme il voulait. Piastri a freiné son bolide à un point qui a causé cette situation dangereuse. Donc ils ont donné 10 secondes de pénalité à Piastri, c'est vraiment beaucoup. Allons lire aussi le règlement, mais d'abord, je vais vous montrer l'onboard. Regardons aussi l'onboard qui nous aide à bien comprendre. Comment il a dû éviter? Verstappen, Piastri. Piastri, ici, il y avait très peu de visibilité. Évidemment, tu vois la voiture devant qui freine soudainement. Verstappen était en train d'accélérer à ce moment-là. Il a dû freiner brusquement pour essayer d'éviter Piastri qui avait freiné à ce moment-là. La voiture de sécurité est assez loin quand même, mais c'est surtout le fait du freinage qui a pesé dans la décision des commissaires. Allons d'abord voir ensemble le communiqué des commissaires, puis nous lirons aussi ensemble les communications radio des équipes. Écoutons également les déclarations de Piastri après la course. Voici le communiqué des commissaires, le communiqué officiel de la Fédération internationale de l'automobile, pris directement sur la page officielle de la Fédération internationale de l'automobile, qui nous dit essentiellement que l'incident concerne le freinage sur la ligne droite. Avant le virage 15, lorsque les feux de la voiture de sécurité ont été éteints, 10 secondes de pénalité. 2 points sur le permis, donc un total de 6 sur 12 mois. Et voyons. Les commissaires sont ensuite revus l'épisode avec les données, les vidéos, la télémétrie, les communications radio des équipes et toutes les preuves vidéo sur la voiture. Et donc la décision a été que lorsque la voiture de sécurité rentrait au stand à la fin du tour et que les feux étaient éteints sur la voiture de sécurité. C'est une donnée importante. La voiture numéro 81 a freiné très fort, à 59,2 psi de pression sur les freins. Donc, elle a réduit sa vitesse au milieu de la ligne droite, entre le virage 14 et le virage 15, passant de 218 km/h à 52 km/h. Ce résultat fait que la voiture numéro 1, donc celle de Verstappen, a dû freiner et essayer d'éviter la collision avec Piastri. Ce moment a entraîné un freinage qui aurait pu être évité. La voiture de Piastri aurait pu éviter de faire freiner autant Verstappen. Et puis nous avons vu que Verstappen est tout de suite revenu à sa position, ayant légèrement dépassé Piastri, puis il a ralenti pour laisser justement passer Piastri. Donc l'article 55.15 du règlement sportif de la Fédération internationale de l'automobile exige que la voiture 81 avance à un rythme qui n'entraîne pas de freinage trop brusque pendant le tour. Sous voiture de sécurité, donc toutes ces manœuvres considérées comme dangereuses pour les autres pilotes ne peuvent pas être autorisées, disons. Et même lorsque les feux de la voiture de sécurité sont éteints. Donc, on ne peut pas faire ces freinages brusques, même au milieu de la ligne droite. Et donc, évidemment, la voiture 81 a, disons, effectué ce freinage, et donc ce n'est pas correct. Il a été pénalisé pour cela. Donc, ça a été la décision concernant Piastri. Je vous donne aussi mon avis à ce sujet. Selon moi, Piastri, oui, c'est vrai, il a freiné sur la ligne droite, il a eu tort de freiner autant. Et donc, la pénalité s'est justifiée d'un certain point de vue, parce qu'en effet, il enfreint l'article 55.15 du règlement sportif de la Fédération internationale de l'automobile, mais je veux aussi dire une autre chose. Il est aussi vrai que la même chose est arrivée avec Russell au Canada, avec Verstappen, et Russell n'a pas été pénalisé. Ici, la Fédération internationale de l'automobile a un comportement différent envers les pilotes anglais, les favorisant toujours. Dans ce cas, la pénalité de Piastri favorise Norris, dans l'autre cas, le fait de ne pas pénaliser Russell favorise Russell lui-même et les autres pilotes. En fait, il y a même un mème, je le montre aussi ici, il est présent ici, entre l'épisode au Canada avec Russell et Verstappen et l'épisode entre Piastri et Verstappen. Et les passeports. La différence de traitement dans les pénalités pour ceux qui n'ont pas un passeport anglais, alors que les Anglais ne sont jamais pénalisés. Alors, selon moi, de mon point de vue, c'est une pénalité qui aurait pu être évitée. Pour Piastri, il aurait dû ralentir plus tôt. Son erreur a été de ralentir sur la ligne droite. La pénalité est juste, mais doit être appliquée systématiquement. Il ne faut pas faire ralentir autant les pilotes sur la ligne droite, car cela peut créer des situations dangereuses, surtout dans ce cas où il y a de la pluie. Mettez de côté le fait qu'il ne s'est rien passé, parce que Verstappen a évité Piastri, mais si Verstappen avait percuté Piastri, il y aurait eu une collision. Un effet domino spectaculaire sur la piste, une situation objectivement très dangereuse.
Donc la pénalité s'y justifiée parce qu'il crée potentiellement une situation dangereuse sur la piste. Et cela doit être évité surtout sous régime de voiture de sécurité, même si la voiture de sécurité rentre au stand. Mais ce comportement doit toujours être sanctionné, pas seulement quand il y a des pilotes non anglais. Disons qu'il faut pénaliser les pilotes anglais, les pilotes non anglais, tout le monde. Il faut avoir la même attitude. On ne peut pas faire d'une façon une fois et d'une autre façon une autre fois. C'est cela que je condamne. Et d'un autre point de vue, selon moi. Ce que j'ai pensé tout de suite, dès que je l'ai vu en direct, c'est que Piastre a un peu agi. Comme on le fait sur le simulateur, où ce genre de manœuvre n'est jamais sanctionné. On décide de ralentir quand on veut, une fois que la voiture de sécurité doit rentrer au stand et qu'elle a donc éteint ses feux. Tu peux décider de gérer le rythme comme tu veux, en freinant même de façon excessive, disons, parce que c'est toi qui gères le rythme. Cependant, le simulateur est une chose, mais la réalité en est une autre. En réalité, tu ne peux pas faire ce genre de manœuvre car c'est dangereux. Objectivement, il suffisait qu'il ralentisse un peu plus, peut-être après Asto, ou alors il ne se serait rien passé. Tous les pilotes, en général, ralentissent avant de repartir après la voiture de sécurité. Dans les différents virages, avant la ligne droite principale, donc je pensais à Sto, je pensais aux 2 derniers virages, il y avait beaucoup d'endroits où Piastri pouvait décider de repartir et où il pouvait freiner un peu plus. Freiner au milieu d'une ligne droite est toujours une situation dangereuse, donc c'est ce que je vais dire. Et ce qui m'a un peu surpris, c'est la réaction de Piastri après. Parce que la réaction de Piastri a été un peu immature. Que ce soit sur la piste ou en dehors, Piastri a fait ce team radio après, comme on peut le voir dans cette vidéo. Je pense que la pénalité que j'ai reçue n'est pas juste, et donc je crois qu'il devrait y avoir un échange de position en piste, puis courir entre moi et Norris. À mon avis, ça, il ne faut pas le dire parce que c'est une demande trop exagérée, c'est une demande que tu ne peux pas faire sur la piste. Ce n'est pas que tu as reçu une pénalité, tu dois respecter cette pénalité qui t'a été donnée, qu'elle soit juste ou non à ce moment-là, et tu dois faire ta course. Faire cette demande à l'équipe, ça veut dire que tu es tellement convaincu d'avoir raison. Mais dans ce cas-là, c'est la Fédération internationale de l'automobile qui réglemente le championnat. Donc tu ne peux pas passer au-dessus de la Fédération internationale de l'automobile, et tu as un peu cette arrogance en demandant à ton équipe de laisser ton adversaire courir dans le championnat. Tu ne peux pas faire une chose pareille. Je comprends la frustration de Piastri, car cette pénalité doit être donnée équitablement à tous les pilotes, anglais ou non. Mais tu ne peux pas non plus réagir de cette façon et pleurer, entre guillemets, à la radio de l'équipe. Malheureusement, Piastri a fait un geste qu'il aurait pu éviter selon moi, même s'il méritait la victoire. J'accepte donc la pénalité. Oui, parce qu'il était le plus rapide en piste, mais il a commis 7 erreurs en piste, et presque. Cela montre peut-être un peu le point faible de Piastri, qui, tant que tout va bien, reste très froid. Quand il y a une petite erreur, un contretemps en course, il cède un peu mentalement, et donc ce n'est pas vrai qu'il est aussi froid qu'il le montre. Parfois, il l'est, mais à d'autres moments, c'est un pilote normal, comme les autres. Je vais vous faire écouter les paroles de Piastri après la course, puis nous parlerons de Ferrari. Puis-je donner mon opinion? Il y a aussi beaucoup de choses à dire à ce sujet, alors allons écouter Piastri ensemble. C'est donc le moment fort de la journée. Oui, je le laisse ici. C'est ce qu'il a dit. Il n'a pas ajouté grand-chose pour éviter les problèmes, donc il n'a pas voulu trop en faire à ce sujet. J'ai apprécié qu'après la course, il n'ait pas trop commenté cette situation. Il a réaffirmé dans l'arrière-podium « Moi, j'ai freiné quand les feux de la safety car étaient éteints. C'est vrai, le problème c'est qu'il a freiné trop fort, de manière dangereuse. » La Fédération internationale de l'automobile reproche cela à Verstappen. Cependant, je souhaite également vous faire écouter quelque chose. Allons voir un peu la course, revenons sur quelques situations. Parlons aussi un peu de la performance de Ferrari, il faut qu'on parle de ça. En deuxième partie de course, Hamilton s'est battu avec Rasser, puis a tenté d'affronter Hülkenberg. Un Hamilton qui n'arrivait pas à rester sur la piste. En effet, il a dit « Cette voiture est tellement difficile à conduire, elle décroche partout, c'est vraiment une voiture difficile à gérer, avec l'arrière qui part tout le temps. » Et nous l'avons vu, une Ferrari en grande difficulté dans la gestion de la course. Sous la pluie, je vous l'ai dit, attention car Ferrari peut être rapide sur le sec, mais sous la pluie, elle a beaucoup de mal. Nous l'avons déjà vu à plusieurs reprises cette année. Pensons simplement à l'Australie. Avec la course sous la pluie, elle a eu du mal et cette voiture-là est très difficile et nerveuse à piloter sous la pluie. Et cela est également démontré par le fait que Hamilton n'a même pas réussi à rattraper Hülkenberg. Une Sauber contre une Ferrari.
Dans une situation où la piste était sèche et pratiquement en fin de course, on pouvait aller chercher Hülkenberg. Hamilton avait le potentiel mais n'a pas réussi, commettant de nombreuses erreurs. Cela montre qu'il ne se sent pas encore à l'aise avec cette voiture. Et la Ferrari ne fonctionne bien que dans des conditions optimales, idéales, sinon ils ont vraiment du mal à s'adapter aux différentes circonstances. Ce qui m'a le plus impressionné, c'est la différence entre toutes les autres équipes et McLaren. Parce que si on regarde aussi le classement, on voit clairement comment les autres équipes. Ils ont vraiment eu énormément de mal, plus 34 secondes, malgré la voiture de sécurité. Les deux McLaren sont dans une classe à part et sont très rapides comparés aux autres voitures. Et même sous la pluie, il y avait une différence de 2 secondes. 2 secondes 5 par tour, c'est énorme, alors que sur le sec, c'était un peu moins. La différence entre les deux, c'est-à-dire entre les McLaren et tous les autres, mais quand même une différence notable, même dans ce cas avec la piste humide. Ils ont plus d'adhérence que leurs adversaires et ils arrivent à mieux gérer les pneus. Je souhaite également donner mon avis sur la situation du championnat et analyser certains événements individuels survenus durant la course. Classement: Piastri 234 points, Norris 226 points. Victoire de Norris offerte par la fédération malgré l'erreur de Piastri. Sur le papier, Norris n'avait pas le rythme de Piastri aujourd'hui. Et cela, il faut le rappeler, mais ça amène la situation au championnat à une différence de 8 points entre les deux. Donc, d'une possible différence de 22 points à une différence de 8 points, cela rouvre considérablement le championnat, rapprochant Norris de Piastri, même s'il était déjà ouvert auparavant. Et donc la rivalité interne chez McLaren s'intensifie encore plus, tandis que Verstappen est très distancé désormais hors jeu. Suite à la course d'aujourd'hui, malgré les performances de Red Bull, nous allons commenter les situations au championnat. McLaren est en tête avec 470 points, et Ferrari est deuxième, car à cause de l'abandon d'Antonelli, de la 10e position de Russell et d'un Verstappen qui arrive derrière Hamilton, quatrième. Ferrari se montre comme l'équipe un peu plus solide en ce qui concerne la gestion des pilotes, en particulier. Les deux pilotes essaient toujours de donner le maximum, ils arrivent quand même, d'une certaine manière, à marquer plus de points que les autres équipes. Red Bull court avec un seul pilote, Mercedes fait souvent et volontiers des erreurs. La stratégie, comme nous l'avons vu par exemple à Monaco, mais aussi ici et ici à Silverstone. Donc nous avons vu cette situation qui amène Ferrari à être la deuxième force en ce moment. Je souhaite donner mon avis sur la situation initiale où ils ont différencié la stratégie. C'est également visible d'ici. Avec les deux, avec Russell qui a mis les pneus durs et Leclerc qui a mis les pneus médiums au début de la course, donc ils sont partis de la voie des stands. À mon avis, Ferrari a bien fait de différencier la stratégie entre les deux pilotes. Mais je n'ai pas compris le choix de Mercedes de mettre les pneus durs sur Russell et ensuite aussi les pneus durs sur Hashimi Antonelli. Donc, cela n'avait pas de sens de mettre les pneus durs sur les deux pilotes de Mercedes, car c'est un pneu qui avait vraiment très peu d'adhérence. Donc selon moi, Mercedes a commis une grave erreur. Alors que Ferrari a bien fait de différencier la stratégie, même si sur Leclerc ensuite ça n'a pas fonctionné. Il serait intéressant de savoir si c'est le pilote qui a demandé une stratégie différente ou si l'équipe l'a imposée. Hamilton a néanmoins fait une excellente course, objectivement. J'ai finalement apprécié le pneu tendre, c'était un choix plus agressif que d'habitude de la part de Ferrari pour essayer d'aller chercher Hülkenberg. Ça n'a pas payé, mais ça se comprend, ils ont tenté quelque chose de différent, donc j'ai apprécié cela. Verstappen a commis beaucoup d'erreurs, parce que objectivement Verstappen, les gars. Après la relance sous safety car, il a fait ce snap qui ne lui a ensuite pas permis de se battre. Il aurait pu se contenter d'un podium derrière les McLaren, mais non, il a voulu en faire trop. La voiture déchargée était difficile à contrôler sous la pluie, c'est certain. Nous avons vu beaucoup de dérapages de Verstappen à Magos Beckett, mais en fait, je vais aussi vous montrer ce team radio de Verstappen qui dit « Met ». Cette voiture est inconduisible, elle est vraiment inconduisible, et nous avons vu que cette Red Bull était inconduisible. Mais Max en a trop fait, il a un peu exagéré en piste, et donc il a fait state à queue, puis il a quand même réussi à la rattraper. Mais cela montre que Max est vraiment rapide et très fort sous la pluie. Mais quand Red Bull a tout misé sur les qualifications, pendant la course sous la pluie, elle n'arrivait pas à performer. Comme les autres, c'était évident, ils avaient très peu d'appui aérodynamique. Je vais vous montrer quelques situations. Bon, ici comme on parlait du snap de Verstappen, je vous le remontre au 11e tour. Dans ce cas, lors de la bataille avec Norris, Verstappen sort de la piste. Allons voir aussi d'autres situations. C'est à ce moment-là que la pluie s'est intensifiée. La gestion de la situation était difficile en raison des variations de précipitations sur différentes sections de la piste.
Et ici, on a vu comment la McLaren volait sous la pluie et on va regarder quelques situations. Aussi en ce qui concerne Leclerc, qui par exemple ici, avec l'eau qui est entrée dans la visière, cela l'a empêché de voir. Dans ce cas-là, donc cela a aussi entraîné cette erreur de Leclerc. Mais une Ferrari qui sous la pluie, les gars, n'avance pas, c'est un problème, on ne peut pas avoir une voiture aussi inconduisible. Parlons aussi de l'accident d'Ajar, c'est dommage, j'attendais plus de lui, mais c'est une erreur. Objectivement, on voyait très peu de choses de Rookie. Il faut effectivement résoudre le problème de visibilité sur la piste, car c'est un enjeu majeur selon moi. Avec les pneus intermédiaires, on soulève environ 35 litres d'eau avec les pneus full wet, 85 comme ils l'ont aussi dit à la télévision. Mais il n'est pas possible que tu ne puisses pas utiliser les pneus full wet en course. Ça veut dire que tu dois neutraliser la course à chaque fois qu'il faut utiliser les full wet. Et ça, ce n'est pas bon. Puisque tu fais partie de la course sous safety car, tu vas perdre une partie du spectacle et des stratégies, etc. Donc c'est une erreur, c'est-à-dire un dommage. Voyons ici l'erreur d'Ajar qui arrive juste devant lui. Je ne me trompe pas. Antonelli qui freine de manière incorrecte, et puis il y en a d'autres, ils freinent un peu plus tôt que Cobbs, d'une manière un peu anormale. Voilà, et il ne s'y attendait pas. C'est une erreur assez compréhensible selon moi pour un débutant, parce que malheureusement, dans ces conditions, il peut arriver de faire des erreurs. Nous avons aussi vu Bortoleto faire une erreur à Silverstone, donc ça peut arriver. C'est dommage parce que ça représente beaucoup d'argent pour l'équipe, surtout pour Racing Bulls. Comme il le dit aussi à la radio de l'équipe, Antonelli est apparu de nulle part, littéralement parce qu'il y avait un nuage d'eau devant, donc il ne pouvait pas le voir. La visibilité est toujours un problème dans ces conditions. Et puis cela compromet aussi, disons, les performances sur la piste, parce qu'on pousse moins et cela crée aussi des situations très dangereuses. Il faut être vigilant. En conditions humides, celui en tête a un avantage considérable. Cela dit, nous avons un peu résumé toutes les parties les plus importantes de la course. Je vais aussi vous montrer la célébration de Hülkenberg. On va la regarder ensemble. C'est la célébration de la victoire de Hülkenberg. C'était en Grand Prix, en 2009, quand la Formule 2 portait encore ce nom. C'est énorme. Hülkenberg mérite absolument son premier podium en Formule 1. C'est un très grand pilote. Comme je l'ai dit au début, constant, fondamental pour les équipes du milieu de grille, encore plus pour moi, pour sa constance. Et je veux aussi vous faire écouter. Écoutons aussi les mots de Norris après la victoire. Allons les écouter ensemble. Nous l'avons fait à la maison. Excellente victoire de Norris, importante pour le championnat du monde. Selon moi, c'est une victoire un peu offerte par la fédération parce qu'il n'avait pas le rythme pour gagner. Aujourd'hui, c'est un fait, il avait plus. Piastri, mais quand même, ça a été plus Piastri, selon moi, il est un peu tombé dans cette erreur stratégique qu'il n'aurait pas dû commettre dans une course aussi piégeuse que celle-ci, celle de Silverstone. Dans ces circonstances, Piastri a commis une erreur, contrairement à Norris qui a su rester lucide. Si on veut, on a vu dans cette course un peu l'opposé de ce qu'on a vu cette saison, d'habitude. Norris qui tombe plus souvent dans des situations désagréables, dans des erreurs de stratégie, en tout cas des erreurs banales, alors que dans ce cas, Norris a été le Piastri de la situation, il a été un peu plus froid, et donc il a réussi à ramener la victoire à la maison. Eh bien, c'était tout ce que je voulais vous dire. Je veux aussi dire une dernière chose sur Ferrari, une petite note qui est également ressortie. Je vous montre aussi la radio d'équipe entre Brian Bosey et Leclerc. Ici, il y a une erreur dans l'écriture, dans la transcription de la radio d'équipe. Brian, ce serait dans ce cas. Pourquoi tu me poses autant de questions? Tu m'avais dit que la voiture de sécurité allait rentrer. Quelques erreurs de compréhension entre Brian Bosey, l'ingénieur de piste de Leclerc, et Leclerc lui-même. Cela continue aussi un peu l'incompréhension entre les ingénieurs de piste Ferrari et les pilotes lors des différents messages radio d'équipe dans les situations de course. Alors, il y a cet épisode ici entre Sainz et Leclerc que je tenais à vous montrer. C'est un peu flou, mais nous allons le commenter ensemble. Une petite erreur de Leclerc qui ensuite coupe complètement la route à Sainz, qui doit alors revenir sur la piste. Et là, il a perdu du temps. Et ici, il aurait même pu y avoir une pénalité pour Leclerc dans ce cas, parce qu'il a commis cette erreur qui a compromis la course d'un adversaire. Et je vous montre aussi l'image, encore une fois, du freinage de Piastri et la radio de l'équipe aussi de Verstappen.
Ici, Red Bull avec 3 lignes a été très maligne en signalant immédiatement que Piastri avait ralenti de façon anormale en freinant trop tôt avant le retour de la voiture de sécurité. Et donc c'est un fait objectif. Alors, et je vais vous montrer la dernière chose sur Ferrari dont nous parlions tout à l'heure, comme nous avons vu une différence notable entre la Ferrari. Avant en Q1 et Q2, regardez ici l'image. Charles réussit à mieux faire la partie sinueuse, disons de Silverstone, en qualification en Q1 par rapport au Q3. Donc attention, la voiture est plus équilibrée en Q1 qu'en Q3. Regardons aussi l'image ici. Dans ce cas, peut-être aussi à cause des températures de l'asphalte. Cependant, il est impossible que la voiture soit aussi bien équilibrée, qu'elle soit mieux équilibrée en Q1 qu'en Q3. En effet, on voit toujours une Ferrari qui s'améliore peu du Q1 au Q3, alors que les adversaires s'améliorent beaucoup. Et certains vont également souligner à quel point la voiture change en fonction du niveau de carburant présent. Je vous montre cet extrait de l'article de Formula Passion qui nous dit qu'il existe un système qui pourrait être lié à la façon dont le carburant est prélevé dans le réservoir. Et donc cela apparaît surtout à partir de la Q2 où l'on fait un seul tour rapide, tandis qu'en Q1, on fait plusieurs tentatives avec un peu plus de carburant à bord pour essayer de profiter de l'évolution de la piste, donc de la piste qui devient plus caoutchouteuse. Alors que lorsqu'on fait une seule tentative, il y a donc très peu de carburant dans le réservoir. Il y a un problème avec la pompe d'aspiration du carburant, donc elle ne va pas puiser trop de carburant. Les pompes qui sont présentes à l'intérieur du réservoir, c'est-à-dire à la sortie du réservoir. Et donc cela provoque une perte de puissance. Ceci est une hypothèse faite par Formula Passion qui souhaite rapporter sur les éventuels problèmes de Ferrari. Et le manque d'évolution. Disons l'absence d'amélioration de la monoplace du Q1 au Q3 en qualification. Et cela pourrait être ce à quoi faisait référence Leclerc concernant l'amélioration qui arrivera à l'avenir sur sa Ferrari, ce qui améliorera également les performances de la rouge en qualification. Hamilton et Leclerc terminent respectivement 4e et un 4e à Silverstone, un résultat décevant pour l'écurie. Dites-moi votre avis à ce sujet, je suis curieux de lire et de répondre à tous vos commentaires. Comme toujours, je vous rappelle de laisser un like, de vous abonner et d'activer les notifications pour ne rien manquer. Aucune vidéo ne vous échappera ici sur la chaîne. Ici depuis la chaise, on se retrouve dans une prochaine vidéo.